Donc, comment aider donc, à exprimer les caractéristiques, donc les périodes sensibles et les tendances humaines. Donc, on a en Montessori un environnement préparé. Donc, notre environnement préparé répond à ses besoins, à ses caractéristiques, donc ses développements physiques, psychiques et sociaux. Donc, on va avoir un aménagement. Donc c'est la salle de classe, ça peut être la chambre de l'enfant, ça peut être la structure petite enfance. Il faut penser l'aménagement comme un aménagement où l'enfant va avoir toutes les caractéristiques qui vont pouvoir être exprimées, toutes ces tendances humaines, où il va pouvoir avoir le libre choix aussi de ses activités, mais dans un cadre. Une posture, donc c'est l'adulte qui est en face de cet enfant. Il a un autre regard, il a d'autres connaissances de l'enfant, donc il doit pouvoir accepter l'enfant tel qu'il est et l'accompagner tel qu'il est. Et des activités, donc le matériel. Donc l'environnement préparé, donc là c'est un exemple de classe, mais je vous dis, on peut faire pareil dans des structures différentes et à la maison. Donc il faut un matériel qui soit disponible sur des étagères, qui soit à la taille de l'enfant, que ce soit beau, qu'il y ait de la place au sol, parce qu'il y a des activités qui demandent plus de place. Donc le matériel il est disponible, l'enfant peut aller le chercher, mais c'est l'adulte qui est le guide et c'est l'adulte qui lui présente le matériel. Donc cet adulte, il a une posture. Donc en Montessori, on est éducateur parce qu'on aide à développer tous les éléments de l'enfant. On est éducateur, on aide à la vie. C'est-à-dire qu'on aide à ce que l'enfant se sente bien de manière physique, psychique et sociale. Et on pense l'enfant pas comme un apprenant, mais comme un apprenant de sa propre vie. Et pas pour apprendre des savoirs cognitifs. Donc il y a une présentation du matériel, donc il faut que l'adulte connaisse le matériel, il faut qu'il se forme pour qu'il puisse connaître le matériel. On ne peut pas improviser le matériel Montessori puisqu'il a un but précis pour chaque chose. On sait à quoi il sert et vers quoi il tend. Il y a toujours ce qu'on appelle la période, le matériel qui a deux doubles buts, le but direct et le but indirect. Et l'adulte doit connaître précisément l'utilisation de son matériel. Il a une aide utile. Alors vous dites, si on aide, forcément que c'est utile. Pas forcément, parce que si un enfant est en train de travailler dans un environnement, on doit le laisser faire, sauf s'il se met en danger. On doit vraiment le laisser la possibilité d'utiliser le matériel et explorer le matériel, parce que c'est la clé de la concentration. Pour qu'un enfant se concentre, il doit faire. Il doit faire par lui-même, et si on entrave un moment où il est en pleine concentration, on casse la concentration. Donc il doit pouvoir aider l'enfant, si l'enfant lui demande de l'aide déjà, mais aussi si il sent que l'enfant a besoin d'aide. Donc il y a un travail très important d'ajustement de notre aide. Je vous donne un exemple d'un tout petit qui va... j'ai eu l'exemple de mon petit d'ailleurs. J'avais des packs d'eau après les courses et je l'ai vu tirer les packs d'eau et je me suis dit oh là là, c'est trop lourd pour lui. Et au final, non, il a réussi très très bien à tirer les packs d'eau et les amener jusqu'à la cuisine. Et je me suis dit oh là là, heureusement en fait que tu n'es pas allé que t'es pas allé vers lui, parce que là quelque part tu entravais quelque chose de son mouvement de psychomotricité, parce que les tout petits ils aiment porter les choses lourdes, ils aiment tirer, ils aiment grimper. Mais en tant que maman, vous voyez, c'est différent qu'en tant qu'éducatrice. En tant que maman, on a ce côté de vouloir protéger, même surprotéger notre enfant. Et en fait, non, il faut toujours avoir un regard un petit peu extérieur. Attends, arrête-toi, regarde ce qui se passe. Pareil, une fois, il a pris un tabouret pour aller chercher un verre. Et je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il avait des petites difficultés psychomotrices, forcément encore plus... protectrice, et en fait je me suis dit non, regarde. Mais c'est vrai que l'appréhension de se dire mais il va tomber en arrière,
Voilà, c'est la première réaction qu'on a en tant que parent. Et en fait, c'est vraiment ce travail à faire sur soi, de se dire, est-ce que mon aide est utile ou pas? Qu'est-ce que je vais faire en intervenant? Donc le travail en périphérie, donc ça c'est un peu en lien avec l'auto-perfection et les notes. C'est-à-dire qu'en Montessori, on critique souvent, on dit les a priori, c'est ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de notes. Et en fait, il n'y a pas d'évaluation. En fait, il y a des évaluations parce que l'évaluation, on l'a fait par l'observation. C'est-à-dire qu'on va voir un enfant qui fait une activité, on va noter, vraiment comme faisait Maria Montessori, on va noter et de là, on va pouvoir ajuster nos présentations en fonction du besoin de l'enfant, mais pas directement. Parce que si on le fait directement, dire « Ah, mais non, c'est pas comme ça !» Ou si, par exemple, il y a des transvasés, ou là, par exemple, un enfant, il va prendre des passes à linge. Donc les passes à linge, c'est une activité de vie pratique pour travailler les trois doigts, la pince, qui est essentielle entre 0 et 6 ans, de travailler c'est un muscle, les doigts. Et souvent, on fait tenir trop tôt un crayon aux enfants, alors qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils vont tenir comme ça. Alors, on peut donner vers 2 ans des crayons Rox, mais pas de crayons qui soient fins. Donc, on va avoir plein d'activités qu'on appelle de vie pratique pour travailler cette pince. Et si l'enfant... ouais. Donc, et si l'enfant, par exemple, nous, on lui a bien montré que on va prendre la pince et on va faire comme ça, mais que l'enfant, il n'y arrive pas tout de suite et qui va le mettre autrement, qui va pas réussir qui va le mettre comme ça, vous voyez, et pas comme ça. On va pas aller le voir tout de suite. On va pas lui dire, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va regarder, observer, il va répéter, et puis si vraiment on voit que il n'y arrive pas, après plusieurs fois, parce qu'en fonction de ses besoins, on pourra lui remontrer. Mais on ne va pas intervenir directement quand l'enfant fait l'activité. C'est très important parce que ça casse la confiance en soi et l'estime de soi. Donc ça, c'est le travail en périphérie. Et ce travail en périphérie se fait bien sûr par l'observation. Donc c'est très important. Pour nous, c'est vraiment la base du travail. C'est-à-dire qu'on est comme un médecin. On ne peut pas présenter, on ne peut pas de manière clinique. C'est-à-dire que si on regarde un enfant, il faut le regarder sur toutes ses caractéristiques. Et après, on peut présenter le matériel. Il faut d'abord l'observer, voir où est-ce qu'il en est au niveau psychomoteur, au niveau intellectuel et au niveau social. Et on va ajuster nos présentations, notre travail en fonction de ses besoins et en fonction de son développement. Il est garant de l'ambiance. Alors l'ambiance, en fait, ça veut dire l'environnement. Donc ça peut être... la classe, la maison, la structure, on doit prendre soin de cet environnement. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit beau, attrayant. Le matériel doit être exact. Un autre exemple. C'est plus concret quand même. Donc vous voyez, là on a des emboîtements cylindriques. On peut se dire, c'est très très beau. Tiens, il en manque un. Je vais le laisser sur mes étagères. C'est pas grave, il en manque un. Sauf que là, il y a une discrimination visuelle des dimensions. Et que l'enfant, il est là. Donc, on fait ça, ils peuvent avoir 2 ans et demi. S'il en manque un, il ne va pas avoir ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur. Puisque l'enfant, on va lui montrer une première fois et après, il va devoir le faire par lui-même. Je suis désolée, je vais juste demander à Gabrielle, qui est juste en face de moi, de ne pas jouer avec la lampe parce que ça me gêne. Merci. Je sais que t'aimes bien cette lampe, c'est nouveau pour toi. Mais c'est pas maintenant. Donc l'emboîtement cylindrique. Donc c'est très important que ce soit juste, qu'il y ait vraiment tout le matériel. Parce que ça entrave quelque chose de l'image mentale. Parce que l'enfant, c'est pas juste, il fait des emboîtements et ça l'amuse. C'est pas juste ça. C'est aussi que l'enfant, il va enregistrer esprit absorbant, si je reprends, parce que ça, on fait ça entre 3 et 6 ans, ces discriminations visuelles. Donc s'il en manque, on entrave quelque chose de son schéma, de son image mentale, de la discrimination visuelle des dimensions. Donc c'est vraiment très 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 important que le matériel soit toujours complet
est beau. Alors bon, des fois, oui, on a notre tout rose qui peut être un peu abîmé, etc. On va pas tout de suite changer le cube parce que ça nous coûterait très très cher. Mais on essaie de le réparer, on essaie de mettre de la peinture, parce que l'enfant, il a un sens du détail et il a un sens on veut aussi développer le sens de l'harmonie, de la beauté. Et donc, il faut que ce soit beau. Voilà, pour qu'il ait aussi envie d'y aller, que ce soit attrayant pour l'enfant. Il a un rôle d'exemple, d'accompagnement et de bienveillance. Donc les activités, vous avez vu, donc c'est des activités précises, c'est un matériel qui a été élaboré et étayé pour un but précis dans le développement psychique de l'enfant. Il doit travailler à peu près 2h30 à 3h sans interruption. Ça ne veut pas dire que l'enfant va être concentré pendant 2h30 à 3h. C'est qu'il a cet espace-temps pour pouvoir s'investir dans un long travail et de manière concentrée. Donc on n'a pas de récréation, on n'a pas tout le monde va faire pipi ensemble. Non. C'est l'enfant, et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la maison des enfants, c'est qu'il y a des espaces où l'enfant peut aller aux toilettes tout seul, de manière sécurisée, et qu'on n'a pas à être derrière lui pour qu'il aille aux toilettes. Alors bien sûr, pour les plus petits, on les accompagne et on les aide, mais l'environnement doit faire en sorte que l'enfant soit autonome dans sa structure. Donc il a le libre choix d'activité, ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Ça, c'est très important, parce que souvent, c'est a priori. Ah, Montessori, l'enfant roi, l'enfant fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'on va devenir, mon Dieu? Non, l'enfant, il va faire des activités en fonction de ses besoins, et c'est l'adulte qui est le guide, l'éducateur qui montre le matériel. Alors ça peut être d'autres enfants aussi, hein. On peut donner la responsabilité à d'autres enfants qui ont déjà bien manipulé le matériel, qu'ils ne connaissent pas bien, parce que ça développe aussi son sens de responsabilité et sa confiance en soi, de montrer à un autre enfant, de montrer à l'enfant comment manipuler le matériel, mais c'est l'adulte qui est quand même le guide et qui va proposer des activités qui vont nourrir ses plans de développement et ses besoins. Voilà, et donc libre choix, libre d'activité avec un ami ou pas. Voilà, c'est vraiment l'enfant qui va être acteur de son environnement. Et donc on a aussi, si on peut, avoir des activités à l'extérieur, parce qu'on apprend par le concret, donc d'avoir des activités à l'extérieur de l'environnement. Enfin, l'environnement préparé, c'est aussi l'environnement extérieur plutôt. Donc, une autre citation, les enfants montrent un grand intérêt pour les matières abstraites quand ils arrivent à travers une activité de la main. La discipline est le résultat exclusif d'un développement complet où l'activité intellectuelle est supportée par le travail de la main. C'est-à-dire que pour conceptualiser, il faut, et aujourd'hui, vraiment les neurosciences le prouvent, il faut que l'enfant puisse manipuler. C'est-à-dire qu'il va avoir des activités qui vont l'amener du concret à l'abstrait. Donc je ne vais pas vous faire la présentation aujourd'hui, mais il y a par exemple, on parle beaucoup de mathématiques en ce moment. Les mathématiques, pour avoir des images mentales, des concepts, il faut du matériel. Il faut des choses que l'enfant puisse toucher pour aller vers l'abstraction. Je vais quand même vous montrer un matériel parce que j'adore et que c'est pour moi extraordinaire, rapidement. On a le système décimal, donc on peut présenter vers 4 ans et demi, où l'enfant va... alors, comme je vous dis, avant, il y a plein d'activités qui amènent au système décimal. Mais le système décimal, c'est l'unité, la dizaine, la centaine et le mille. Et l'enfant le voit vraiment. Il voit bien que là, j'ai une unité. Là, j'ai une dizaine et une dizaine, c'est des unités. Alors quand ils ont 4 ans et demi, on leur dit pas j'ai combien d'unités dans une dizaine. On n'est pas dans l'esprit de compréhension, on est juste dans l'esprit d'absorption. Là, c'est des images mentales, juste ils voient. Chez les plus grands, après, on fera la même chose, mais on dira j'ai combien d'unités dans une dizaine? Vous voyez, c'est la grande différence entre le 3-6 et le 6-12. 3-6, on donne des images, et l'enfant, pour lui dire que c'est une unité, ou lui dire que c'est une chaise, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, et pas à pas, il va aller vers cette abstraction. Et donc, on a l'unité, la dizaine, la centaine, donc qui est composée de 100 unités et de 10 dizaines, et le millier. Donc, l'enfant, il va juste avoir une image mentale et il va pouvoir utiliser plusieurs sens à la fois, et ça, vous verrez, j'ai un slide là-dessus, on a besoin en fait, on a besoin de mobiliser plusieurs sens à la fois pour mémoriser. Donc là, on a le sens du toucher, la vue, et aussi l'ouïe, puisqu'on va nommer le concept.
un autre matériel de maths. Ici, on a la chaîne qu'on appelle compter en sautant, qui est une chaîne qui va de 10 en 10. Et donc, l'enfant va, avec des petites flèches aussi en numération, faire 10, 20, 30, 40, etc., etc., jusqu'à 100. Et donc, on va voir que pour faire 100, et on va compter, j'ai combien de fois 10? Pareil, hein, ça, ils ont 5 ans et demi. Hein. On va compter, j'ai 10 fois. Et puis, de manière sensorielle, on va plier cette chaîne, et on va voir que ça, c'est pas... Je suis désolée, hein, parce que c'est pas... Là, on va voir que quand je plie ma chaîne, c'est exactement le carré de 10. Donc le carré de 10, c'est un carré. On voit bien que c'est une forme géométrique qui s'appelle le carré. Le carré de 10, c'est 10 fois. Donc chez les petits, on va juste nommer et on va compter, mais on ne va pas aller dans l'abstraction de demander combien j'ai dans un carré de 10. Par contre, chez les plus grands, on va prendre le même carré et on va voir que pour un carré, j'ai plusieurs directions. Une direction, deux directions. Si je prends chaque sommet, je vois que j'ai plusieurs directions. À chaque fois, j'ai deux directions. Et en fait, c'est deux dimensions. Et on va leur dire, tu sais, 10 au carré, tu sais, ça s'écrit 10 avec un petit 2. Et pourquoi? Parce que 10 avec un petit 2, c'est parce que... Et on amène l'enfant à réfléchir. Donc ça, c'est plutôt vers 6 ans et demi, 7 ans, où l'enfant va commencer à travailler sur les carrés. Et en fait, pour l'enfant, c'est tellement logique. 10 avec un petit 2, c'est 10 au carré. Et 10 au carré, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, il y avait deux directions, donc deux dimensions. Et on va faire ça avec plein de carrés. Et on va voir aussi, donc, du coup, que 10 au carré, c'est 10 fois. Et donc, c'est égal à 100. Et à un autre moment, on fera la même chose avec le cube. On va voir que pour chaque sommet, on aura 3 directions. Donc 10 au cube, ce sera 10 avec un petit 3. Voilà. Aujourd'hui, les neurosciences, ils nous disent, qu'est-ce qu'on a besoin pour apprendre? On a besoin d'attention, d'engagement actif, du retour sur l'erreur et la consolidation. C'est exactement ce qu'on fait avec le matériel Montessori. Le matériel Montessori va faire en sorte que l'enfant, on va lui proposer des activités dans lesquelles il va pouvoir être attentif. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le matériel va attirer l'œil de l'enfant, va lui donner envie d'apprendre. L'engagement actif, c'est le fait qu'il va manipuler. Il va faire, il va apprendre par lui-même, par le matériel. Alors vous avez bien compris que l'adulte, il amène à cheminer vers il amène soit à donner des images mentales, soit à cheminer vers cette abstraction. Le retour sur l'erreur, vous l'avez vu avec les emboîtements cylindriques. Si l'enfant ne met pas correctement l'emboîtement dans le trou, ça ne marche pas. En mathématiques, c'est pareil. Si l'enfant, quand il va compter en sautant, à un moment donné, ses petites flèches, elles ne sont pas bien positionnées, il va voir que ça ne marche pas. Donc, pour que l'enfant se rende compte que l'erreur, ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. C'est source d'apprentissage. Et la consolidation, c'est la répétition. C'est-à-dire que l'enfant peut le prendre autant de fois qu'il veut, aussi souvent qu'il le veut, pour apprendre. Et ça, je me dis toujours, quand on apprend le piano, on ne demande pas à l'enfant qu'il sache tout de suite jouer du piano. Et même nous, en tant qu'adultes, si on apprend une nouvelle langue, si on apprend un nouveau sport, on doit s'entraîner. Ah ben non, l'enfant, on lui fait une leçon, il doit la connaître immédiatement le lendemain ou la semaine d'après. Ben non, on sait tous que c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend en répétant. Et ça pour tout le monde et pour tous les enfants. Et les environnements Montessori, et je voulais finir plus ou moins finir avec un exemple pour tous les enfants. Pour moi, l'école, c'est pour tous les enfants. Et le matériel Montessori, il est pour tous les enfants. On doit pouvoir accueillir tous les enfants dans nos écoles, quels qu'ils soient. Et on doit pouvoir l'accompagner dans ses potentialités. Parce qu'un enfant, il a des potentialités, peu importe quelles sont les potentialités, il a les potentialités à lui de développer et d'être en conscience par rapport à ses besoins. Et surtout que nous, l'adulte, on doit pouvoir répondre à ses besoins. Donc je voulais vous montrer un exemple de l'école Montessori internationale de Nice, dans lequel on a essayé de réfléchir au projet pédagogique pour tous, dans le sens où, pour avoir, monsieur l'inspecteur d'éducation l'a dit hier, c'est tout un environnement qu'on doit adapter pour nos enfants neuroatypiques. Donc il faut repenser l'éducation, il faut repenser les besoins des enfants et comment nos environnements préparés aussi, que ce soit dans une école traditionnelle ou une école Montessori, doit pouvoir accompagner nos enfants. Donc pour moi, c'est essentiel qu'il y ait dans les classes aussi des éducateurs spécialisés qui sont formés pour accompagner nos enfants
que les thérapeutes soient dans l'école. Il faut arrêter que nos enfants aillent de droite à gauche pour aller voir les thérapeutes. Ça les stigmatise, c'est épuisant pour les enfants et c'est épuisant pour les parents. Donc on est en 2024, c'est essentiel que les thérapeutes ils soient dans l'école, et en plus pour faire ce pôle psychopédagogique, c'est-à-dire que les thérapeutes ne travaillent pas tout seuls, ils ont besoin des enseignants, et les enseignants ils ont besoin des thérapeutes, donc on doit travailler tous ensemble. Des aménagements spécifiques, dans cette école il y a une salle spécialisée où si les enfants ont besoin d'être individualisés dans le travail, on va les prendre de manière individualisée. On va pouvoir avoir des aménagements spécifiques, des activités spécifiques et des formations spécifiques. C'est-à-dire qu'un enfant avec un TSA, on sait qu'il a besoin de renforçateurs, on sait qu'il a besoin de guidance, donc, et la guidance parentale, je ne parle pas des parents, les parents aussi ont besoin d'accompagnement, donc des formations adaptées pour accompagner nos enfants. Donc je finis par je vous parlais de l'indépendance, et cette indépendance elle est essentielle pour tous. L'indépendance, c'est la faculté de faire par soi-même et pour soi-même dans un contexte social dont chacun doit tenir compte. Et une citation de Maria Montessori: la joie et la gaieté que tout enfant suffisamment autonome, sachant mettre ses chaussures, sachant mettre son manteau, faire des mathématiques, enfin plein d'exemples, nous renvoient le reflet de la dignité humaine. Car la dignité humaine vient de sa propre indépendance. Et ça, du bébé à l'âge adulte, parce qu'il y a beaucoup d'expériences maintenant Montessori dans les EHPAD. C'est pas parce qu'on est âgé, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable de faire par soi-même. Voilà, donc je vais finir par ça, et je finis quand même par la sortie d'un film extraordinaire qui s'appelle La Nouvelle Femme. Je vous invite tous à aller le voir, c'est les débuts du travail de Maria Montessori dans un centre orthophénique. Il est juste magnifique, il faut en parler autour de vous parce que je pense que ça peut faire bouger les choses au niveau de l'inclusion. Voilà, et juste aussi un dernier livre, je ne vais pas faire trop de communication et de publicité, mais ce livre est formidable pour comprendre Montessori et sa vie et tout ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, j'espère que j'étais pas trop longue et que vous avez compris un petit peu. Voilà, merci.